En plein milieu de mon mariage, ma jeune sœur est entrée, tenant le bras de mon fiancé, et a dit « Désolé, sœurette. Mais aujourd'hui, c'est avec moi qu'il se marie. » La salle entière était stupéfaite. Mes parents ont même commencé à applaudir en signe d'approbation. Peut-être que ces deux-là sont vraiment faits pour être ensemble. Les invités ont commencé à diffuser la scène en direct, et en quelques minutes, la vidéo a atteint 10 millions de vues. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai simplement souri. Très bien, ai-je dit calmement, mais avant que vous ne continuiez tous les deux le mariage. Tout le monde devrait voir ceci. Je suis Aurélie. Et en plein milieu de mon propre mariage à 1 million d'euros, les lourdes portes en chêne de la salle de réception se sont ouvertes à la volée. Ma demi-sœur est entrée, portant la robe de mariée sur mesure que j'avais payée, sa main fermement accrochée au bras de mon fiancé. Elle n'est pas entrée de manière agressive. Au lieu de cela, elle a joué la victime tragique et folle d'amour. Regardant mes 300 invités, elle a dit doucement « Je suis tellement désolée, Aurélie, mais aujourd'hui, c'est avec moi qu'il se marie. » Nous ne pouvions tout simplement plus cacher notre véritable amour. La salle entière s'est figée dans un silence absolu et stupéfait. Mais ensuite, l'impensable s'est produit. Ma belle-mère s'est réellement levée et a commencé à applaudir. Peut-être qu'ils sont vraiment faits pour être en couple, a-t-elle annoncé fièrement, tandis que mon propre père biologique fixait simplement le sol, trop lâche pour me regarder dans les yeux. Une vague de chuchotements inconfortables a balayé la foule, et plusieurs invités ont immédiatement sorti leur téléphone portable pour enregistrer le drame. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mes mains, cachées derrière mon bouquet de mariée, tremblaient légèrement. La douleur de la trahison était atrocement réelle, mais j'avais passé les 3 dernières semaines à me préparer pour ce moment précis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ravalé le goût amer de leur tromperie, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis avancé directement vers le microphone. J'ai juste souri. Très bien, ai-je dit calmement, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. Mais avant que vous ne continuiez la cérémonie tous les deux, il y a quelque chose que tout le monde doit voir d'abord. Avant que je ne révèle le secret écœurant que j'ai projeté sur ce mur, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà été poignardé dans le dos par votre propre famille toxique? D'où regardez-vous ceci en ce moment? Et qu'auriez-vous fait si votre propre sœur avait volé votre fiancé devant l'autel? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et plongeons directement dans la façon dont j'ai transformé leur petite arnaque parfaite en leur pire cauchemar absolu. 3 semaines avant que la salle de réception de Biarritz ne se transforme en cirque, un épais brouillard obscurcissait la vue depuis le balcon de mon appartement en centre-ville. Le tambourinement rythmique de la douche résonnait depuis la salle de bain principale, un son domestique et réconfortant qui appartenait à une vie que je croyais être la mienne. Je me tenais près du bord de notre très grand lit, pliant un plaid en cachemire, ressentant un tranquille sentiment d'accomplissement. J'avais acheté cet appartement de grande hauteur entièrement par moi-même, bien avant qu'Étienne ne déplace jamais ses affaires dans le placard des invités. C'était la preuve tangible de mon travail acharné, le genre d'indépendance financière que ma belle-mère et ma demi-sœur, Delphine, avaient toujours regardé avec une envie à peine dissimulée. Elle convoitait le luxe que mon revenu offrait, et pourtant m'en voulait profondément de posséder l'intelligence pour le gagner. Étienne, avec son sourire charmant et sa nature apparemment d'un grand soutien, était censé être mon refuge à l'abri de leur jalousie toxique. Une vibration vive et continue a soudainement interrompu le fil de mes pensées. Le téléphone d'Étienne était posé face vers le haut sur la table de nuit en acajou, illuminant le coin assombri de la pièce. Ricanement habituellement, je l'aurais complètement ignoré. Nous respections la vie privée de l'autre. Je connaissais son code d'accès, une simple combinaison de son année et de son mois de naissance, mais en 3 ans de vie commune, je n'avais jamais ressenti le besoin de l'utiliser. Mais l'appareil continuait de bourdonner sans relâche, exigeant de l'attention, vibrant contre le bois. Pensant que cela pourrait être une urgence de fin de soirée de son cabinet financier ou une mise à jour urgente de notre organisatrice de mariage, je me suis dirigé vers la table de nuit. J'ai tendu le bout de mes doigts, effleurant légèrement le verre froid de l'écran. Je n'ai même pas eu besoin d'entrer le code. Une notification d'aperçu trônait de façon flagrante sur l'écran de verrouillage, illuminant la pièce sombre. C'était un message direct de Delphine. Mes yeux ont naturellement balayé les mots lumineux, et le souffle a été violemment expulsé de mes poumons. L'as-tu déjà forcé à transférer la compte pour les fleurs?
J'ai tellement hâte que nous rendions cela public. J'ai eu l'impression que des mains invisibles m'avaient traîné sur le balcon glacial et avaient versé un seau de glace pilé directement sur ma tête. Le frisson atroce s'est infiltré à travers ma peau, contournant mes veines et s'installant profondément dans mes os. Mon pouls résonnait dans mes oreilles, noyant complètement le son de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Ma main planait au-dessus de l'appareil. Mes doigts tremblaient si violemment que je pouvais à peine appuyer sur ces 4 chiffres familiers. L'écran s'est déverrouillé, s'ouvrant directement sur leur fil de discussion actif. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement une collection de mots d'amour crus et illicites ou des rendez-vous dans des hôtels bon marché. C'était infiniment pire. C'était un plan d'affaires méticuleusement élaboré où j'étais l'unique investisseur et où mon chagrin d'amour absolu était le retour sur investissement attendu. J'ai fait défiler l'écran vers le haut, mes yeux bondissant désespérément à travers des paragraphes de tromperie calculés. Il n'y avait aucune déclaration enflammée de passion incontrôlable. Au lieu de cela, il y avait des captures d'écran littérales de mes virements bancaires, des courriels transférés de la coordinatrice du domaine de Biarritz, et des plaintes concernant mes choix en matière de décoration florale. Assure-toi qu'elle paie pour le quatuor à cordes de qualité supérieure, disait un message de Delphine, horodaté d'il y a 2 jours. Maman a dit qu'elle ravalerait simplement sa fierté si nous lâchons la bombe juste devant l'hôtel. Elle se soucie trop de sa précieuse réputation professionnelle pour faire une scène de cri devant tous ses riches clients d'entreprise. La réponse d'Étienne était un émoji qui pleure de rire suivi de « je sais ». Sois gentil pendant encore quelques semaines, bébé. Laisse-la financer le rêve, ensuite nous montons sur scène. Ils avaient transformé ma propre générosité en arme contre moi. Ma belle-mère, la femme qui avait passé toute mon enfance à saper subtilement mes réussites académiques et professionnelles, était clairement l'architecte enthousiaste de cette arnaque. Il savait que je n'accepterais jamais de payer volontairement un seul centime pour les goûts extravagants et non mérités de Delphine. Alors, ils ont utilisé Étienne comme un cheval de Troie. Il garantissait le service de traiteur 5 étoiles, les orchidées importées, la salle de réception de luxe, le tout strictement à mes frais, afin que ma demi-sœur puisse littéralement entrer dans ma vie personnalisée et la revendiquer comme la sienne. Leur grande excuse pour le reste du monde serait la force indéniable et incontrôlable du véritable amour. Mes genoux ont complètement lâché. Je me suis effondré sur le bord du matelas, le tissu moelleux n'offrant aucun confort. Le téléphone ressemblait à un charbon ardent dans la paume de ma main, et pourtant je ne pouvais pas le lâcher. Un cri sauvage et atroce griffait violemment ma gorge. Je voulais faire irruption dans cette salle de bain, arracher la porte en verre de la douche, et exiger de regarder dans les yeux sans âme de l'homme qui mettait mon avenir aux enchères. Je voulais briser les miroirs, arracher les rideaux en soie, et brûler la robe de mariée sur mesure actuellement suspendue dans mon placard. Mais le cri n'est jamais venu. Au plus profond de ma poitrine, une fierté froide et inflexible s'est élevée pour étouffer l'hystérie montante. Si je le confrontais en ce moment même, je ne serais qu'une mariée hystérique et délaissée, pleurant pour un acompte volé. Il comptait entièrement sur mon silence prévisible et digne face à l'humiliation publique. Une seule larme brûlante s'est échappée, coulant lentement le long de ma joue. Je l'ai essuyée agressivement avec le dos de ma main. L'eau dans la salle de bain s'est soudainement arrêtée. Prenant une longue et stabilisante inspiration, j'ai soigneusement replacé le téléphone sur la table de nuit, l'alignant exactement parallèlement au bord, tout comme il l'avait laissé. Un petit café niché derrière la colline était peu fréquenté en ce matin de milieu de semaine, transportant le froid mordant de la brise océanique. J'étais assise seule dans une banquette de coin isolée, mes mains enroulées autour d'une tasse en céramique de café noir qui avait complètement refroidi il y a 20 minutes. Ma poitrine semblait dangereusement évidée, violemment raclée pour la débarrasser de l'affection chaleureuse et confiante qui y résidait à peine 24 heures auparavant. Mais remplaçant rapidement ce chagrin étouffant se trouvait une clarté clinique et tranchante comme un rasoir. J'étais une analyste financière principale. Je naviguais parmi les rachats d'entreprises hostiles, les rachats par effet de levier et les négociations de contrats brutales pour gagner ma vie. Si ma propre chair et mon propre sang voulaient traiter ma vie et mes actifs comme une acquisition hostile, j'allais simplement réécrire les termes de l'accord. Il n'y aurait pas de dispute dramatique avec des hurlements. Il n'y aurait pas d'assiette jetée ou de confrontation larmoyante. J'allais brandir le pouvoir absolu et indéniable de l'effet de levier financier. La cloche en laiton au-dessus de la porte du café a sonné de manière nette, et Mathilde est entrée. En tant que coordinatrice principale des événements pour l'élite du domaine de Biarritz, elle était une femme au goût impeccable, au protocole strict et au professionnalisme inégalé.
Elle m'a repéré et s'est glissée sur la banquette en cuir de l'autre côté de la table, son lourd classeur reposant sur la surface en bois. Je n'ai pas perdu une seule seconde avec des plaisanteries polies. J'ai plongé la main dans mon sac de créateur et j'ai fait glisser ma carte de crédit platine sur le bois poli. Je veux régler le solde restant pour l'événement du week-end prochain immédiatement, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Mathilde a cligné légèrement des yeux, décontenancée par la soudaineté de la demande, car les paiements finaux arrivaient généralement au compte-gouttes à peine quelques jours avant l'événement. Bien sûr, a-t-elle murmuré doucement, en sortant un terminal de paiement portable de son sac en cuir. Cela fera 39 100 € pour clôturer le compte principal. La machine a émis 2 bips, approuvant instantanément la transaction massive. Une fois le long reçu imprimé, je me suis penché en avant, joignant les mains. Maintenant, Mathilde, je dois faire une modification structurelle à notre contrat de location de la salle. En tant qu'unique financière de ce rassemblement, je veux que le nom d'Étienne soit définitivement effacé de chaque liste de fournisseurs, de chaque point d'accès et de chaque document administratif. Ce n'est plus une cérémonie de mariage. C'est une célébration privée et exclusive pour invités de marque, organisée uniquement par moi. La façade professionnelle de Mathilde a glissé pendant une fraction de seconde. Ses yeux se sont légèrement écarquillés alors que son esprit vif faisait le rapprochement. Cependant, elle n'a posé aucune question indiscrète. Dans l'industrie des services de luxe, la discrétion absolue était primordiale. Compris, a-t-elle répondu doucement, son ton passant à une stricte conformité commerciale. J'ai insisté davantage, posant soigneusement le piège ultime. Je veux que l'équipe de sécurité de votre domaine soit en alerte maximale. Je fournirai une liste d'accès révisée pour les invités de marque. Quiconque, et je veux dire absolument quiconque, tente de s'emparer du microphone, de modifier le programme ou de perturber la soirée sans mon autorisation verbale explicite doit être traité comme un intrus hostile. Ils doivent être escortés hors de la propriété privée immédiatement. Mathilde a hoché la tête fermement, écrivant une note rapide sur son porte-bloc. Mon équipe de sécurité répondra exclusivement à vous. Vous avez ma parole. Avec la salle légalement sécurisée sous ma seule juridiction, l'aspect juridique du mariage imminent était en fait ridiculement simple à démanteler. Les gens supposent souvent qu'arrêter un mariage nécessite des voyages dramatiques au palais de justice, des formalités administratives désordonnées ou des plaidoyers larmoyants auprès d'un juge municipal. Mais selon la loi française, une licence de mariage n'a absolument aucune valeur tant qu'elle n'est pas physiquement signée par un officier d'état civil et formellement déposée à la mairie. Je n'avais besoin de rien annuler. Lorsque je suis retourné à mon appartement en centre-ville plus tard cet après-midi-là, j'ai simplement ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai sorti le document vierge et non signé que nous avions récupéré ensemble des semaines auparavant. Et je l'ai enfermé en toute sécurité dans mon lourd coffre-fort en acier. Avec un tour sec du cadran, l'union légale était complètement morte. Pourtant, une exécution sans faille nécessitait plus que de simples coffres-forts verrouillés et des contrats modifiés. Elle nécessitait le public parfait. J'avais besoin d'un allié fiable, quelqu'un dont la stricte intégrité ne lui permettrait pas de jouer aveuglément le jeu d'une arnaque. Ce soir-là, j'ai organisé une rencontre avec Gaspard dans un bar à whisky calme et faiblement éclairé du quartier financier. Gaspard était le meilleur ami d'Étienne depuis l'université et servait actuellement de témoin désigné. Plus important encore, il était un avocat d'affaires impitoyable, un homme qui respectait profondément la vérité et méprisait totalement la tromperie. Nous étions assis dans une banquette en cuir à haut dossier, le liquide ambré dans son verre accrochant la faible lumière. Je n'ai pas fondu en larmes et je n'ai pas exposé toute la sordide conspiration. Je l'ai simplement regardé droit dans les yeux et j'ai offert un avertissement soigneusement mesuré. Gaspard, les choses vont être radicalement différentes ce week-end, ai-je dit, en gardant une voix basse et constante. Il a froncé les sourcils, faisant tourbillonner son verre. Est-ce que tout va bien avec les préparatifs ? J'ai offert un petit sourire froid. Les préparatifs sont parfaitement instructifs. J'ai juste besoin que tu me promettes une chose. Quand la cérémonie commencera, fais très attention à qui se tient réellement devant l'autel. Ricanement et quoi qu'il arrive, fais confiance à ce que tu vois, pas à ce qu'on t'a dit. Gaspard m'a dévisagé, son intuition d'avocat sentant instantanément les lourdes implications inexprimées qui planaient dans l'air. Il n'a pas insisté pour obtenir des détails inutiles. Il a juste fait un lent hochement de tête solennel, cimentant un pacte silencieux entre nous.
La lumière jaune du lustre se répandait sur la nappe blanche et impeccable du restaurant français haut de gamme où ma famille prenait son dernier dîner avant la semaine de l'événement. L'ambiance était censée être festive, remplie du doux tintement des verres en cristal, mais notre alcôve privée était suffocante sous une couche invisible de tension inexprimée. Il n'y avait pas de démonstration d'hostilité théâtrale et bon marché ici. Dans ma famille, la toxicité était une forme d'art, soigneusement déguisée derrière des sourires polis et une étiquette transformée en arme. Mon père biologique était assis au bout de la table, ses yeux fermement collés à son steak. C'était un homme qui avait perfectionné l'acte lâche de la complicité silencieuse, préférant laisser sa deuxième femme diriger le navire plutôt que de faire des vagues. Ma belle-mère, assise directement en face de moi, a pris une gorgée lente et délibérée de son Bordeaux importé avant d'initier son jeu psychologique. Elle a commencé par sa tactique de manipulation standard, les louanges exagérées. Je parlais justement à mes amis du club de loisirs de l'expansion récente de ton portefeuille, a-t-elle annoncé, sa voix dégoulinante d'une douceur artificielle. Tu as un succès tellement incroyable. Il faut un certain type de dévouement impitoyable pour accumuler ce genre de richesse si rapidement. Tu es vraiment une machine d'entreprise. C'était présenté comme un compliment, mais l'insulte sous-jacente était claire, une pique subtile suggérant que j'étais froide, calculatrice, et que je manquais de chaleur humaine. J'ai simplement offert un hochement de tête poli, coupant un petit morceau de mon confit de canard, refusant de lui donner la réaction défensive qu'elle recherchait activement. Ayant préparé le terrain, elle a immédiatement exécuté son pivot. Et en te regardant, sécurisant ce domaine à couper le souffle, cela souligne vraiment le contraste saisissant en matière d'opportunité. Elle a soupiré, tendant le bras pour tapoter doucement la main de Delphine. Delphine s'est sentie tellement perdue depuis la fin de ses études. Elle a désespérément besoin d'une réinitialisation culturelle. Un voyage complet en sac à dos à travers l'Amérique latine serait le moyen idéal pour elle de trouver sa véritable vocation. Delphine a baissé les cils, jouant le rôle de l'artiste fragile à la perfection. Je ne voudrais pas être un fardeau, a-t-elle murmuré, bien que ses yeux se soient dirigés avec expectative vers mon sac à main de créateur. Ridicule, a doucement interrompu ma belle-mère. Aurélie, puisque tu dépenses actuellement des centaines de milliers pour un seul week-end afin de te célébrer toi-même, ce serait un beau geste de parrainer le voyage de Delphine. Tu as une abondance de revenus disponibles, et la famille devrait toujours s'élever mutuellement. Pile au bon moment, Étienne a bougé sur sa chaise, ses doigts chaleureusement enroulés autour de ma main libre posée sur la nappe. Il a offert son sourire incroyablement charmant et caractéristique. Elle marque un très bon point, chérie, a-t-il dit, jouant le rôle du patriarche infiniment généreux utilisant le portefeuille de quelqu'un d'autre. Nous sommes tellement bénis en ce moment. Aider Delphine est la bonne chose à faire. Nous pouvons facilement nous le permettre. L'audace était stupéfiante. Chaque mot faux et mielleux ressemblait à un couteau dentelé se tordant dans les derniers lambeaux restants de ma confiance. Alors qu'Étienne caressait doucement mes jointures, j'ai surpris la micro-expression qui est passée entre lui et Delphine. C'était une rencontre des regards fugitive et triomphante, une reconnaissance silencieuse et arrogante de leur braquage partagé. Ils se moquaient activement de moi dans leur esprit, entièrement convaincus que j'étais un distributeur automatique de billets crédules, prêt à financer à la fois leur mariage luxueux et leur lune de miel ultérieure en Amérique latine. Un lourd silence s'était tiré à travers la table alors qu'ils attendaient ma soumission inévitable. Ils s'attendaient à ce que je discute brièvement avant de céder à la culpabilisation. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée calme de mon eau pétillante. J'ai laissé un sourire chaleureux et éclatant se répandre sur mon visage, regardant directement dans les yeux pleins d'attente de ma belle-mère. Vous savez quoi? Vous avez absolument raison, ai-je dit doucement. L'argent n'a totalement aucun sens s'il n'est pas utilisé pour apporter de la joie aux personnes que nous aimons. Delphine, ricanement ne devrait pas avoir à s'inquiéter des auberges de jeunesse. Je vais donner pour instruction à mon gestionnaire de patrimoine de virer 18 400 € directement sur son compte chèque lundi. La réaction a été instantanée. La posture de ma belle-mère s'est détendue dans une victoire absolue. Delphine a laissé échapper un halètement de fausse gratitude à couper le souffle, tapant ses mains parfaitement manucurées l'une contre l'autre. Étienne a serré mes doigts plus fort, se penchant pour déposer un baiser sur ma tempe. « Tu es la femme la plus généreuse que je connaisse », a-t-il chuchoté. Je lui ai rendu son sourire, mon regard complètement mort derrière la façade. Je venais de lâcher un énorme appât, et ils l'avaient avalé tout rond. Leurs égos monstrueux se sont rapidement gonflés, les aveuglant complètement.
En leur donnant exactement ce qu'ils voulaient, je m'assurais que leur arrogance atteindrait son paroxysme, dépouillant toute prudence restante. Quand le serveur a apporté l'addition en cuir, j'ai posé nonchalamment ma carte platine sur le plateau, les regardant célébrer leur victoire perçue, totalement inconscient que ce serait le dernier repas qu'ils apprécieraient à mes frais. Le fracas rythmique des vagues de l'océan contre les falaises déchiquetées en contrebas du domaine résonnait comme une pulsation constante alors que je me tenais debout, regardant mon propre reflet dans le miroir en pied. L'air du matin était vif, transportant l'odeur piquante et salée de l'Atlantique à travers les portes entr'ouvertes du balcon. Aujourd'hui était censé être l'aboutissement du fantasme de toute une année, le mariage pittoresque de Biarritz largement présenté dans les magazines de mariage d'élite. Au lieu de cela, c'était le jour de l'exécution d'une fraude hautement orchestrée. Je me suis détourné de la glace et j'ai marché vers le centre de l'immense suite nuptiale baignée de soleil. Ricanement là, suspendue à un crochet épais et rembourré de velours, se trouvait la robe conçue sur mesure. C'était un chef-d'œuvre de dentelle française importée, de tulle de soie en cascade et de broderie de perles cousues à la main qui avait coûté plus cher que certains véhicules de luxe. Je savais exactement comment fonctionnait l'esprit de ma demi-sœur. Delphine possédait un sentiment pathologique que tout lui était dû, une vanité profondément enracinée qui la rendait physiquement incapable d'ignorer un objet brillant, surtout si cet objet m'appartenait de plein droit. J'ai délibérément ajusté le cintre, m'assurant que la traîne complexe s'accumulait parfaitement sur le tapis perçant, la rendant aussi irrésistible que possible. Laissant la lourde porte en bois de la suite visiblement entr'ouverte, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti pour une promenade programmée le long du sentier à flanc de falaise. Le vent côtier fouettait mes cheveux, mordant agressivement mes joues alors que je parcourais le périmètre rocheux de la propriété. Je n'ai pas ressenti les papillons nerveux typiques d'une mariée à quelques heures de descendre l'allée. Au lieu de cela, j'ai ressenti l'adrénaline froide et calculatrice d'un prédateur attendant qu'un piège se referme. Je leur ai donné exactement 45 minutes. C'était plus que suffisant pour qu'une opportuniste désespérée se glisse dans une pièce non gardée et vole une vie qu'elle n'avait pas méritée. Quand j'ai finalement retrouvé mon chemin à travers les jardins sinueux et soignés et que j'ai poussé la porte de la suite nuptiale, la confirmation visuelle était presque poétique. Le cintre en velours gisait abandonné sur le sol en bois dur. La magnifique robe en soie avait complètement disparu. Je n'avais même pas encore totalement assimilé l'espace vide que des bruits de pas précipités et frénétiques ont résonné dans le couloir en marbre. Ma belle-mère a fait irruption dans la pièce, se serrant la poitrine. Son visage s'est tordu en une expression d'horreur exagérée et théâtrale. « Aurélie !» « Oh mon Dieu, Aurélie !» a-t-elle haleté, s'appuyant lourdement contre l'encadrement de la porte comme si elle allait s'effondrer de détresse. Je n'arrive à les trouver nulle part. Delphine a disparu de sa chambre d'amis, et le garçon d'honneur d'Étienne a dit qu'il a quitté sa suite il y a 1 heure et n'a répondu à aucun message texte. Elle a balayé frénétiquement la pièce du regard, ses yeux atterrissant délibérément sur l'espace vide où la robe avait été. Elle a laissé échapper un halètement fort et dramatique, pressant une main sur sa bouche. « La robe ? Où est ta magnifique robe ? Est-ce que quelqu'un est entré par effraction ?» J'ai observé sa terrible performance avec une fascination clinique et détachée. Elle mettait activement la scène en place, essayant de construire le récit d'une tragédie inattendue pour masquer parfaitement le vol calculé. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une crise de nerfs. J'ai simplement haussé un seul sourcil, gardant une voix complètement neutre. « Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement logique, ai-je répondu doucement. S'il te plaît, redescends et garde les invités calmes. Je vais m'occuper de ma tenue. » L'air incroyablement déçu par mon manque de larmes hystériques, elle a hésité avant de reculer lentement hors de la pièce, me laissant complètement seul. Une fois la porte fermée d'un clic, la façade est tombée. Je n'ai pas perdu une seconde à chercher une robe blanche volée que je n'avais jamais eu l'intention de porter. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le coin le plus éloigné du grand placard penderie et j'ai sorti une lourde valise rigide noir mat. J'ai fait tourner les cadrans métalliques de la serrure à combinaison, les clics satisfaisants résonnant dans la pièce calme. Faisant sauter les loquets, j'ai soulevé le couvercle pour révéler le véritable vêtement que j'avais choisi pour cet événement spectaculaire. C'était une robe du soir à couper le souffle, tombant jusqu'au sol, d'un bleu saphir profond et vibrant. Elle ne possédait ni dentelle délicate ni tulle blanc virginal. Elle était construite en satin structuré, conçue avec des lignes nettes et élégantes qui irradiaient une autorité absolue. Je me suis glissé dans la robe, le tissu froid agissant comme une couche d'armure sur ma peau. Enfilant une paire d'escarpins à talons aiguilles élégants, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois.
Je n'étais plus une mariée naïve attendant d'être sacrifiée sur l'autel de la cupidité de ma famille. J'ai attrapé ma petite pochette et je suis sorti de la suite, marchant d'un pas déterminé dans le couloir de service en direction de la cabine de contrôle de la salle de bal principale. Le technicien de l'audiovisuel était penché sur une énorme console de mixage, testant les microphones sans fil. Je lui ai tapoté doucement l'épaule et je lui ai tendu une petite clé de mémoire cryptée. Préparez ceci sur le projecteur principal, ai-je ordonné calmement. C'est un cadeau surprise pour le marié. La mélodie envolée de la marche nuptiale du quatuor à cordes a rempli le grand hall, attirant tous les regards pleins d'expectative vers les lourdes portes en chêne alors qu'elles s'ouvraient en grand. Le moment était censé être l'apogée d'une célébration de Biarritz à couper le souffle, fortement parfumée par des orchidées blanches importées et la légère brise fraîche de la mer. Au lieu de cela, c'est devenu la grande scène d'une trahison publique grotesque. Delphine, ma demi-sœur, a franchi le seuil. Elle était parfaitement drapée dans l'exquise robe en dentelle française cousue à la main que j'avais commandée, son bras fermement accroché à celui d'Étienne. Alors qu'ils commençaient leur marche lente et délibérée dans l'allée centrale, la pure audace du spectacle a envoyé une onde de choc paralysante à travers la pièce. Ils ne se sont pas précipités vers l'autel. Ils ont pris leur temps, s'imprégnant du silence stupéfait de 300 invités de l'élite, cadres d'entreprise et membres de la famille élargie. La performance de Delphine était d'une brillance terrifiante. Elle gardait les yeux grands ouverts et brillants de larmes non versées, son expression soigneusement moulée en une dévotion torturée et impuissante. Elle se penchait vers Étienne, dépeignant l'héroïne fragile et romantique qui avait simplement été submergée par le destin. Étienne, l'homme qui avait partagé ma maison et ma vie, lui a tapoté la main de manière rassurante. Il a bombé le torse, tentant de dégager l'aura noble d'un homme choisissant le véritable amour plutôt que la commodité financière, ignorant totalement le fait que son prétendu véritable amour portait actuellement un chef-d'œuvre acheté avec ma carte de crédit. Quand ils ont finalement atteint l'avant de la pièce, s'arrêtant à quelques mètres de l'endroit où je me tenais dans ma robe de soirée structurée bleu saphir, Delphine a livré son monologue préparé. Sa voix tremblait parfaitement alors qu'elle s'adressait à la foule figée, s'excusant pour le choc mais affirmant que leur passion était tout simplement trop immense pour être cachée plus longtemps. Ils demandaient notre bénédiction. La réaction du premier rang a été immédiate et nauséabonde. Ma belle-mère s'est levée, le visage rayonnant d'une quantité obscène de fierté, et a commencé à applaudir. Ces applaudissements ont résonné sèchement contre le plafond voûté, un son de victoire solitaire célébrant le vol réussi de ma vie. À côté d'elle, mon père biologique est resté fermement assis. Il a croisé les mains sur ses genoux et a fixé intensément les carreaux de sol en marbre, son silence en disant long. Dans le moment le plus crucial de ma vie, il a choisi la voie de la lâcheté absolue, refusant de défendre sa fille aînée pour apaiser sa deuxième famille toxique. Derrière eux, la foule massive a sombré dans des chuchotements chaotiques et étouffés. Je pouvais voir les expressions distinctes de dégoût absolu sur les visages de mes collègues, tandis que les invités plus jeunes ont instinctivement levé leur téléphone portable, les écrans lumineux signalant le début d'un incendie numérique. Gaspard, debout sur le côté dans son smoking de garçon d'honneur, se tenait rigide. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue, honorant notre pacte silencieux de regarder la laide vérité se dérouler. Ils ont tous tourné leur regard collectif vers moi. Étienne et Delphine se tenaient là, débordant d'un mélange écœurant d'anxiété et d'arrogance extrême. Ils attendaient l'effondrement inévitable. Ils s'attendaient pleinement à ce que je lâche mon bouquet de fleurs, que j'éclate en larmes hystériques et humiliantes, et que je fuis la salle de bal dans un accès de désespoir absolu, les laissant prendre en charge sans la réception à 1 million d'euros. Pendant une fraction de seconde, mon corps physique a menacé de me trahir. Bien que je connaisse le moindre de leurs mouvements, regarder l'exécution réelle et vivante de leur tromperie était atroce. Une douleur froide et aiguë a irradié dans ma poitrine, comprimant mes poumons jusqu'à ce que respirer donne l'impression d'avaler du verre. Le bouquet de roses blanches dans mes mains tremblait de secousses violentes et incontrôlables. La trahison n'était plus seulement du texte sur un écran. C'était une entité vivante se tenant juste devant moi, portant mes vêtements et tenant mon fiancé. Mais ce moment de faiblesse est passé aussi vite qu'il est arrivé, agressivement écrasé par un raz-de-marée de résolution glaciale. J'ai enfoncé mes ongles dans les tiges étroitement enveloppées du bouquet, utilisant la piqûre aiguë pour ancrer mon esprit qui s'emballait. J'ai forcé mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai ravalé le goût épais et amer de leur trahison, j'ai verrouillé mes genoux et j'ai bombé le torse. Je ne leur donnerai jamais la satisfaction d'une seule larme. La pièce était d'un silence de mort alors que je faisais un pas en avant, lent et délibéré.
Le clic sec de mon talon aiguille a résonné de manière inquiétante dans le système de microphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté les fleurs. Je me suis simplement dirigé vers le pied central, ajustant le microphone avec des mains parfaitement stables. J'ai regardé directement dans les yeux d'Étienne, observant sa confiance suffisante vaciller et se fissurer sous le poids de mon sang-froid déconcertant. Si vous croyez tous les deux tellement au véritable amour, ai-je dit, ma voix lisse, amplifiée et entièrement dépourvue de toute chaleur, alors laissez tout le monde voir à quel point ce voyage de l'amour a été difficile. Sans attendre sa réponse confuse, j'ai tourné légèrement la tête vers l'arrière de la salle de bal et j'ai fait un seul hochement de tête définitif au technicien de l'audiovisuel qui attendait dans la cabine de contrôle. Un faisceau brillant de lumière blanche provenant du projecteur monté au plafond a soudainement déchiré l'atmosphère suffocante, projetant un rectangle massif et éblouissant sur le mur vierge directement derrière l'autel. Il n'y avait pas d'écran géant lumineux, absurdement surdimensionné pour ressembler à un concert. C'était simplement l'équipement audiovisuel standard à haute définition de la salle de réception, traditionnellement réservée pour la diffusion de montages de photos d'enfance nostalgiques. Mais au lieu de souvenirs innocents sur une musique acoustique, la première image qui a clignoté sur le mur était une capture d'écran d'une netteté absolue et agrandie d'un virement bancaire numérique. J'ai cliqué sur la petite télécommande de présentation cachée dans la paume de ma main. La diapositive a changé, affichant un fil de messages texte agrandi. C'était une preuve indéniable et en haute résolution. Là, projetée en lettres de 60 cm de haut pour que 300 invités de l'élite puissent lire, se trouvait la photo de profil de Delphine à côté d'un message envoyé il y a quelques jours à peine, « Arrête de t'inquiéter pour le budget. » Elle n'est plus qu'un distributeur automatique de billets sur pattes à ce stade. Continue à lui faire de la lèche jusqu'à ce qu'elle règle la dernière facture du traiteur. Ensuite, nous prenons le relais. Un halètement collectif et synchronisé a résonné dans le grand hall. Le sang-froid poli et de haute volée de la foule de Biarritz s'est brisé instantanément. J'ai de nouveau cliqué sur la télécommande. La diapositive suivante présentait le virement bancaire de 18 400 € que j'avais initié au restaurant français, parfaitement juxtaposé au message de suivi immédiat d'Étienne à Delphine, l'idiote a vraiment gobé l'excuse du voyage en sac à dos en Amérique latine. Notre lune de miel de luxe est officiellement financée. Tu es de toute façon bien plus belle dans cette robe blanche, bébé. Mais la dernière diapositive, la plus dévastatrice, était une discussion de groupe qui incluait un troisième participant. C'était un message de ma belle-mère, envoyé tard la nuit dernière, leur donnant explicitement l'instruction « Ne laissez pas tomber la comédie avant qu'elle ne signe la décharge de responsabilité finale pour la compte du fleuriste. Nous ne payons pas un seul centime pour cette installation. » La pièce a complètement explosé. Les chuchotements polis et inconfortables d'il y a quelques minutes ont muté en un rugissement de dégoût public et vocal. Les cadres d'entreprise, les associés directeurs et les personnalités mondaines, des personnes qui méprisaient la fraude financière par-dessus tout, ont commencé à ricaner ouvertement. Plusieurs invités au deuxième rang se sont levés, les caméras de leurs téléphones intelligents enregistrant chaque seconde accablante de l'exposition numérique. Le scandale avait dépassé une simple trahison amoureuse. C'était un braquage financier coordonné et malveillant, exposé de la manière la plus spectaculaire possible. À ma droite, Gaspard a finalement bougé. En tant qu'avocat d'affaires, il possédait une tolérance incroyablement faible pour la tromperie, et les preuves irréfutables projetées sur le mur étaient une condamnation à mort pour son amitié avec Étienne. Il n'a pas crié, et il n'a renversé aucun meuble. Sa réaction a été bien plus dévastatrice par son calme absolu et effrayant. Il a porté la main au revers de son smoking, a détaché la coûteuse boutonnière en rose blanche qui le désignait comme le garçon d'honneur, et l'a laissé tomber sur le sol en marbre. Il a délibérément écrasé les pétales délicats sous le talon de sa chaussure de ville polie. Sans prononcer une seule syllabe, il a lancé à Étienne un regard de mépris venimeux et pur, a tourné le dos à l'autel, et a descendu les marches pour prendre place dans la toute dernière rangée avec les invités ordinaires. Étienne s'est physiquement effondré. La posture arrogante qu'il avait arborée dans l'allée a disparu, remplacée par les mouvements paniqués et erratiques d'un animal pris au piège. Il s'est précipité vers son microphone, essayant désespérément de formuler une défense, mais le technicien de l'audiovisuel dans la cabine avait déjà coupé son flux sonore. Seule une friture morte et lourde a répondu. À côté de lui, Delphine a perdu toutes ses couleurs. L'éclat suffisant et triomphant s'est évaporé, la laissant avec une apparence maladive et terrifiée. Elle a tourné brusquement la tête vers le premier rang, cherchant le salut auprès de l'architecte de leur misère. Mais ma belle-mère était fermement figée sur sa chaise,
ses mains protégeant son visage des flashs des objectifs de téléphone, essayant désespérément de se recroqueviller pour fuir l'exécution sociale qu'elle avait orchestrée. Mon père biologique a enfoui son visage dans ses mains, complètement brisé par l'ampleur absolue de la disgrâce publique. Les lourdes portes latérales près de l'aile du traiteur se sont ouvertes. Mathilde, la responsable principale de l'événement, a fait son entrée dans la pièce. Sa posture était rigoureusement professionnelle, et son visage était sculpté dans la pierre. La flanquant, il y avait 2 entrepreneurs de sécurité privée imposants et aux épaules larges, vêtus de costumes sombres immaculés, leurs oreillettes bien en place. Ils ne ressemblaient pas à des videurs d'événements standards. Ils ressemblaient à des hommes chargés de faire respecter des limites strictes d'entreprise. Mathilde s'est arrêtée au pied des escaliers de l'hôtel. Elle n'a pas crié, mais sa voix a été projetée clairement à travers la pièce, utilisant l'autorité pure de la direction de l'hôtellerie de luxe. « Excusez-moi », a-t-elle annoncé, regardant directement le couple paniqué. Ceci est un événement à huis clos réservé aux invités de marque et financé par des fonds privés. Selon le contrat exclusif signé et payé par l'hôtesse, aucun de vous n'est inscrit sur le registre d'accès approuvé. Je dois demander à toute personne qui ne figure pas sur le contrat financier de descendre immédiatement de la scène, ou mon équipe sera contrainte de vous expulser de la propriété privée pour intrusion. 4 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit enveloppée de brouillard au domaine de Biarritz, et mon bureau du centre-ville était maintenant inondé d'une lumière du soleil brillante et chaleureuse. La vraie vie, contrairement au drame télévisé bon marché, présente rarement des punitions immédiates et théâtrales où les méchants sont traînés au loin avec des menottes brillantes directement devant l'hôtel. Les véritables conséquences de leurs actions sont arrivées lentement, mais elles ont été méthodiquement mortelles et absolument irréversibles. Les dizaines de téléphones intelligents qui avaient enregistré ma présentation depuis la 2e rangée ont fait exactement ce que j'avais anticipé. Les images brutes et non filtrées ont fuité en ligne, contournant nos cercles sociaux immédiats et attrapant l'algorithme impitoyable des réseaux sociaux. Cela s'est propagé comme un incendie numérique au cours des jours suivants. Le monde de l'entreprise est un écosystème impitoyable, en particulier dans le secteur financier. Étienne travaillait comme gestionnaire de patrimoine principal, une carrière lucrative construite entièrement sur une base de confiance absolue, de discrétion et de responsabilité fiduciaire. Lorsqu'une vidéo virale expose explicitement un conseiller financier complotant méticuleusement pour escroquer sa propre fiancée de dizaines de milliers d'euros, sa valeur professionnelle tombe à zéro du jour au lendemain. Sa société d'investissement n'a pas fait de grands spectacles publics ni publié de communiqués de presse. Ils ont simplement invoqué la clause standard de moralité et de relations publiques intégrée dans son contrat de travail. Il a été licencié discrètement mais rapidement, son indemnité de départ lui a été complètement refusée en raison du manquement à la conduite, et sa réputation au sein de l'industrie a été définitivement calcinée. Il est passé d'un cadre à haut revenu à un fardeau inemployable en moins de 72 heures. Pour ma belle-mère et Delphine, la punition a frappé la seule chose dont elles se souciaient sincèrement, leur statut social d'élite. La haute société de Biarritz est une petite communauté vicieusement exclusive où la réputation est une monnaie d'échange. Une fois que la preuve indéniable de leur escroquerie est devenue de notoriété publique, elles ont subi un sort qu'elles considéraient bien pire que la faillite, l'insignifiance sociale. Le conseil d'administration de leur prestigieux club de loisirs leur a discrètement demandé de démissionner de leurs adhésions, citant une violation des normes de comportement du club. Les invitations sur papier glacé aux galas de charité et aux régates du week-end ont brusquement cessé d'arriver dans leur boîte aux lettres. Elles ont été ostracisées, on chuchotait à leur sujet dans les allées des supermarchés, et elles ont été entièrement exclues des cercles de luxe qu'elles avaient passé des décennies à essayer d'infiltrer. Le fantasme de Delphine d'une aventure en sac à dos entièrement financée en Amérique latine s'est instantanément évaporé, remplacé par la sombre réalité de n'avoir aucun fonds fiduciaire de dotation et un partenaire en disgrâce et sans emploi. Ensuite, il y a eu mon père biologique. Pendant 3 semaines consécutives, la boîte vocale de mon téléphone s'est régulièrement remplie de ses excuses pathétiques et balbutiantes. Il prétendait qu'il était simplement paralysé par le choc ce soir-là, qu'il ne savait pas comment intervenir sans faire de scandale, et il insinuait fortement que la famille devrait toujours trouver un moyen de se pardonner mutuellement. Mais le pardon exige de véritables remords, pas seulement un regret désespéré d'avoir été publiquement humilié. Il était resté là et avait applaudi pendant que ma vie était mise aux enchères. En écoutant son dernier message vocal larmoyant, j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien. Ni colère, ni chagrin, ni attachement persistant. J'ai appuyé sur le bouton de suppression, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai définitivement bloqué son numéro.
J'ai complètement tranché le cordon ombilical toxique et parasitaire de ma famille. Il n'y aurait pas de réunion de famille pour les fêtes, pas de rendez-vous gênant autour d'un café, et pas de seconde chance. Je me suis adossé dans mon fauteuil ergonomique en cuir, prenant une gorgée lente et délibérée de mon café noir. Il n'y a pas eu de célébration bruyante, pas d'ouverture de bouteilles de champagne coûteuses, et pas de grande fête de la victoire. Il n'y avait que le bourdonnement calme et magnifique de la circulation urbaine à l'extérieur de ma fenêtre. Pour la toute première fois de ma vie, mes poumons se sont dilatés pleinement. Je respirais un air pur, intact de leur manipulation. L'ultime vengeance n'était pas l'exposition publique. C'était la paix de l'esprit absolue et inébranlable et la véritable liberté qui m'appartenait désormais exclusivement. La conclusion finale, un message pour le public. Alors que nous fermons le chapitre de cette saga incroyablement toxique, il y a une profonde leçon psychologique que nous devons tous décortiquer. La société nous enfonce constamment dans la gorge le récit selon lequel les liens du sang sont plus forts que tout, exigeant que nous offrions un pardon infini à des parents abusifs simplement parce que nous partageons le même patrimoine génétique. Mais laissez-moi être parfaitement clair, la biologie n'est jamais un laissez-passer gratuit pour la manipulation émotionnelle, l'abus psychologique ou l'exploitation financière. En lisant les commentaires sur des histoires similaires à travers le réseau Internet, il est déchirant de voir combien de personnes portent la culpabilité atroce de vouloir s'éloigner de parents ou de frères et sœurs qui les rabaissent constamment. La vérité la plus précieuse que cette histoire illustre est que fixer des limites rigides n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte fondamental et non négociable de préservation de soi. Lorsque les personnes toxiques réalisent qu'elles ne peuvent plus vous contrôler, elles essaieront de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Laissez-les faire. Votre santé mentale et votre paix durement gagnée sont vos biens les plus coûteux. Ne laissez personne, pas même vos propres parents ou frères et sœurs, mettre votre âme en faillite. Vous avez le droit absolu de réécrire votre propre contrat, d'annuler votre abonnement à leur drame sans fin, et de vous éloigner avec confiance vers votre propre lumière du soleil.